Bonjour Monsieur Hubert Benkemoun et Madame Florence Sinkel. Nous sommes très heureux de vous recevoir à Miramas à l'occasion de la manifestation Aime lire organisée par la médiathèque. Nous sommes des élèves du collège La Carrère. Nous faisons partie du club web radio qui a lieu une fois par semaine au CDI. Nous allons nous présenter. Moi, c'est Paloma en 6e. Moi, c'est Chiara en 5e. Moi, c'est Alissa en 5e. Et moi, je m'appelle Lucie et je suis aussi en 5e. Tout d'abord, nous vous remercions d'avoir accepté cette interview. Nous allons vous poser quelques questions si cela ne vous dérange pas. Avec plaisir. Depuis combien de temps écrivez-vous ? J'écris depuis un petit moment, depuis que j'ai votre âge à peu près, et même plus jeune, mais je publie depuis moins longtemps quand même. Donc j'ai publié mon premier livre en 2003. Alors moi, quand j'avais votre âge, je n'écrivais pas du tout, parce que je détestais lire. Ça n'est que plus tard que je me suis mis à adorer lire et que du coup je me suis mis à écrire. Et j'ai écrit plutôt au début au collège et au lycée. J'écrivais des chansons. On faisait danser les copains et les copines et on montait des groupes de rock. Et j'écris des livres depuis à peu près 26 ans maintenant. Mais je suis pas tout neuf, moi. Voilà. Et quel est votre livre le plus connu alors ? Alors bon, le livre le plus connu, ça doit vouloir dire celui qui s'est le plus vendu, très certainement. Moi, c'est un roman qui fait partie d'un projet collectif qui s'appelle U4. Voilà, et moi j'ai écrit le roman U4 Yanis avec 3 autres auteurs qui ont écrit d'autres romans. Mais j'ai écrit seul U4 Yanis. Moi, le livre le plus connu, je crois, c'est Terriblement vert. C'est une histoire qui est destinée plutôt à des élèves beaucoup plus jeunes que celui auquel faisait référence Florence à l'instant. Ce sont des livres pour des CE2, ce sont des histoires qui commencent dans la réalité, qui basculent dans le fantastique. Voilà, les histoires de Samuel, Terriblement vert. Et il y a, pour votre âge, un livre qui marche plutôt très bien, qui s'appelle La fille seule dans le vestiaire des garçons. Voilà. C'est difficile d'écrire des livres ? C'est pas si facile que ça, hein, en fait. Oui, écrire un roman, c'est pas facile, ça se saurait, hein. Mais en même temps, moi je trouve ça beaucoup plus facile que beaucoup d'autres métiers physiquement difficiles. Au moins, moi je reste sur ma chaise et je prends pas de risques. Mais non, c'est pas évident. Et moi, je me le dis à chaque roman, j'ai des moments très très difficiles où je sais pas où je vais, je sais pas quelle direction prendre, je trouve que c'est nul, etc., etc. Non, je trouve ça pas facile d'écrire un roman. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire ma petite camarade. Et qui plus est, moi je suis beaucoup plus vieux qu'elle et j'ai écrit beaucoup de livres 182. Et comment dire, je n'ai pas un problème d'inspiration, mais j'ai un problème de répétition. Des fois j'écris quelque chose et je me dis ça, Hubert, est-ce que tu l'as pas déjà dit dans un autre livre ? Et à chaque fois, normalement, il faut se renouveler. En cela, il y a une certaine difficulté. Maintenant, je suis d'accord avec Florence, réellement. Il y a pire comme boulot. Hein. Ma caissière à Super U, c'est plus difficile et elle gagne moins d'argent, honnêtement. Vos enseignants n'ont pas trop de vacances, malgré ce que des fois racontent vos parents. Vous savez, vos parents qui des fois trouvent que les enseignants ont trop de vacances, mais qui en ont eu marre au bout des vacances de février et qui avaient vachement hâte que l'école reprenne pour ne plus vous avoir sur le dos. Vous voyez à peu près. Donc voilà, je n'ai vraiment pas à me plaindre avec ce métier, je l'adore, mais ce n'est pas toujours facile. Voilà. Pour écrire mes histoires, moi, je réussis à trouver la solution en écrivant mes livres à l'envers. C'est-à-dire que moi je fais comme ça, je ne sais pas écrire un livre si je n'ai pas d'abord choisi la fin. Je n'ai pas toute l'histoire, mais j'ai d'abord la fin et ça m'aide à écrire. Mais c'est quand même difficile et les moments de doute, les moments de vide, les moments où on ne croit plus du tout à ce qu'on fait, ça existe tout le temps. Quel genre de livre écrivez-vous ? Alors moi je suis très éclectique et je crois que c'est le cas de beaucoup d'auteurs jeunesse en fait. Et on a cette chance-là en jeunesse de pas avoir une étiquette. Et puis il n'y a pas non plus de hiérarchie en littérature pour les adultes, comme on dit. Nous on appelle ça la littérature vieillesse. Il y a vraiment une hiérarchie. La littérature blanche est très bien vue. Et puis tout ce qui est polar, science-fiction, etc. C'est un peu considéré comme de la sous-littérature. En jeunesse, on n'a pas ce problème et c'est super. Donc on peut tout se permettre et c'est aussi bien reçu les uns que les autres. Donc moi j'en profite à fond.
Et donc j'écris autant des récits contemporains, ce qu'on appelle de vie quotidienne, que des récits de science-fiction, que des récits d'aventure, ou post-apocalyptiques, ou humoristiques. Voilà, j'aime bien faire ça aussi pour me diversifier, pour ne pas m'ennuyer. C'est aussi une stratégie pour réussir à écrire des romans sans trop bloquer. Moi, me diversifier me permet d'avancer. J'adhère assez à ce que vient de dire Florence par rapport à cette diversification. Qui plus est, j'écris pour des tout petits, 3-4 ans, comme pour des grandes saucisses de collège ou de lycée avec des boutons partout sur la figure et tout. Et j'aime bien alterner. Un peu comme quand je fais la cuisine et que pendant que je suis en train de préparer un plat de résistance, je fais aussi dans un coin la sauce de l'entrée ou le glaçage du gâteau. Voilà. Et donc j'écris des albums aussi bien que des romans. Aussi bien, c'est une façon de parler. J'écris des albums et des romans, des livres de première lecture et des livres pour les beaucoup plus grands. Je n'ai pas un genre particulier, même si j'ai beaucoup été élevé à la littérature noire. Ce que j'aime, je n'écris pas de livres historiques. Je n'écris pas de livres de science-fiction. J'aime bien que vous, lectrices, quand vous lisez mes bouquins, vous croyez qu'on parle de vous. Même si le personnage est un garçon. Que vous vous disiez, ce personnage, ce mec-là, se pose les mêmes questions que moi. Et donc, j'écris plutôt des choses qui se passent ici et maintenant. Voilà. Et où trouvez-vous l'inspiration pour écrire tous ces livres ? C'est très difficile de répondre à cette question-là parce que c'est aussi mystérieux pour moi que pour vous. Je sais pas trop. Ce que je constate, en tout cas, en côtoyant d'autres écrivains et écrivaines, c'est que c'est des gens très curieux quand même. C'est des gens qui s'intéressent à tout, qui s'intéressent à la politique, qui s'intéressent aux faits de société. Moi, je m'intéresse aussi beaucoup aux avancées scientifiques et technologiques, ce qui me permet d'écrire des livres de science-fiction. Voilà, il faut juste être très très ouvert et s'intéresser aux gens surtout. Et je crois que ça, c'est la première qualité des écrivains. À partir du moment où on s'intéresse aux gens, on a envie d'écrire sur eux. Et moi, c'est ma première inspiration, c'est ça, c'est les enfants, les ados, leur psychologie, c'est imaginer comment ils réagiraient dans telle ou telle situation. Ça me fait vraiment kiffer, quoi. Et quel que soit le genre, et c'est ça qui m'inspire. Je vois pas grand-chose à ajouter à ce qu'elle vient de dire. C'est absolument essentiel. Je pense que les idées viennent de dehors et pas de dedans. Personnellement, je raconte jamais ma vie dans mes livres. Ma vie, elle vous regarde pas. Je la partage avec ma chérie d'amour ou avec mes amis quand ils viennent manger à la maison le samedi soir, mais pas avec mes lecteurs. Donc, je ne montre mon nombril qu'à mes femmes et mes docteurs, disait un chanteur-poète qui s'appelait Georges Brassens. Je ne raconte jamais ma vie dans mes livres, et donc je crois que les idées viennent de dehors. Vous vous rappelez à la cantine, quand vous étiez petit, vous regardiez le numéro au fond des verres. Des fois, vous avez dit, j'ai 15 ans, j'ai 18 ans, j'ai 35 ans. Et ben moi, par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelle « J'ai 30 ans dans mon verre ». À votre avis, l'idée, elle vient de ma tête ou du fond du verre? Eh ben, je crois qu'elle vient du fond du verre. Je crois que les idées viennent de l'extérieur, exactement comme vient de le dire ma camarade. Combien de livres avez-vous écrit ? J'ai dit tout à l'heure que j'avais publié 182 livres. C'était pas pour me la péter devant vous, hein. C'est parce que des fois les enfants me posent cette question. Alors un jour j'ai compté. Mais je parle aussi bien des livres pour les tout petits que des livres pour les bien plus grands que toi, d'accord? Voilà. Le 182e vient de sortir. Alors moi j'ai pas fait le compte exact, mais je pense que ça doit approcher la 50aine maintenant. C'est pas mal. Oui, c'est quand même pas mal. Je suis d'accord. C'est pas au kilo. C'est pas au kilo non plus la littérature. D'accord? Si vous êtes en train de nous interviewer, vous savez, des fois, on regarde le nombre de pages avant d'ouvrir un livre. On regarde si c'est écrit gros, on regarde s'il y a des images. Mais c'est pas au kilo. D'accord? Il y a des fois des livres pour les tout petits, ils sont très difficiles à écrire. Surtout quand, en l'occurrence pour moi, je ne suis pas capable de dessiner. Et ben, écrire pour les petits, quand on sait pas dessiner, et écrire juste pour les petits, c'est pas toujours évident. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'écriture ? Plein de choses, hein. Il faut vraiment que ça plaise, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est tellement difficile, en fait, d'écrire un roman qu'il faut vraiment que ça plaise. Et moi, ce qui me plaît le plus, je crois, c'est la liberté. Parce qu'on est totalement libre d'écrire ce qu'on veut. Et puis en plus, on est libre de l'écrire quand on veut. Voilà, on n'a pas un patron qui nous dit, bon, tu vas écrire de telle heure à telle heure, et d'écrire où on veut. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bien.
Voilà. Et puis ce que j'aime aussi, c'est que ça, pour moi en tout cas, ça donne un sens en quelque sorte à la vie, parce que je trouve que c'est compliqué, c'est de plus en plus complexe, la vie, la société, etc. Et pour moi, écrire est une façon d'un petit peu ranger tout ça et en même temps d'élargir, de poser tout un tas de questions. Ça me permet en fait de partager mes questions aussi avec mes lecteurs et lectrices. En général, je déroule une question, surtout dans mes récits d'anticipation, et j'embarque mon lecteur et ma lectrice avec ce questionnement. Je donne pas de réponse en général parce que je ne détiens pas la vérité, mais j'aime bien embarquer les gens avec moi dans ces questionnements-là. Moi, j'écris pour commander. Je veux dire, moi, j'ai tous les pouvoirs du monde avec mon stylo. Je peux tuer des gens, je peux embrasser des filles, je peux courir vite, je peux nager profond, alors que moi-même, Hubert Benkemoun, je ne sais pas nager. Je ne sais pas nager là où j'ai pas pied. Je sais, j'ai la bouée autour du ventre, mais je ne sais pas nager. Eh bien, c'est du pouvoir d'écrire. Le mot d'auteur a donné le mot autorité. Alors, bien entendu que ça me permet de poser des questions par rapport au monde dans lequel je vis. Et même si je ne raconte jamais ma vie dans mes livres, comme je vous ai dit tout à l'heure, en lisant mes livres, vous saurez aussi ce que je pense du monde dans lequel nous vivons. Mais c'est pas la même chose. Le pouvoir est quelque chose qui ne se partage pas quand j'écris. Et j'adore ça. Puis dites, gagner sa vie avec un stylo, c'est pas mal quand même. Il y a pire, hein. Êtes-vous en train d'en écrire un de bouquin ou de livre? Je sais pas. Oui, j'ai écrit un bouquin. En ce moment, je suis en train d'écrire le deuxième tome d'une série dont le premier tome va paraître en mai. Et c'est un projet où là, je m'éclate à fond, en fait, parce que j'ai eu la chance de pouvoir aller dans la collection d'un photographe, de farfouiller dans toutes ses photos. Et c'est un photographe qui achète des photos dans des brocantes et des vides-greniers. Et il en a près de 80 000 photos. Donc vraiment un gros corpus. Et ça couvre tout le XXe siècle. Et on m'a proposé d'écrire une histoire à partir de ces photos. Donc pour la première fois, je me suis mise à écrire des anecdotes historiques, du coup. Et voilà, donc ça va s'appeler la famille Papillon. Et c'est une famille, dès que l'aîné a 13 ans, il provoque, sans le vouloir, des effets positifs dans l'histoire, par effet papillon. Donc voilà, ça va être eux qui ont provoqué l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, enfin de plein de choses comme ça, quoi. Donc je me suis beaucoup amusée. Donc le premier tome, ça c'était les années 40-50, et là je suis plutôt 30-40, là je suis dans les années 50. Voilà, dans le tome 2. Oui, je suis en train d'écrire également des livres, mais qui sont des livres plutôt pour 2020 ou 2021. C'est-à-dire que j'ai un gros décalage par rapport entre le moment où j'écris et le moment où ça devient un livre que vous trouverez dans une librairie ou éventuellement à la médiathèque. Je viens de terminer un album sur un gamin qui ne veut pas sortir dehors et qui veut pas lâcher sa manette de PlayStation, que sa mère met dehors, et qui va vivre dehors une aventure absolument bien plus intéressante que celle qu'il vit avec sa PlayStation. Et je suis en train d'écrire actuellement un roman pour adolescents, un roman d'amour, parce que j'adore ça, mais très noir. Voilà. Être écrivain, pour vous, c'est plus un métier ou une passion? Les deux, mon capitaine. Voilà, bon, ça a débuté comme une passion. Moi, j'ai longtemps eu un autre métier en même temps, qui était professeur des écoles. Puis peu à peu, l'écriture a pris tellement de place que ça a fini par devenir mon métier. Mais au départ, je ne disais pas que c'était mon métier, parce que je ne gagnais pas suffisamment ma vie pour que ce soit un métier, déjà, avec mes livres. Et à partir du moment où ça a été le cas, j'ai réussi à dire que c'était un métier, parce que c'est le cas. Et j'ai la chance, et je crois qu'on a la chance vraiment de pouvoir faire de notre passion la plus grande un métier. Donc ça, c'est vraiment chouette. Effectivement, les deux, elle a tout à fait raison. Mais je veux quand même que vous entendiez que c'est aussi un métier. Ça veut dire du travail. Passion, personnellement, j'ai certaines passions. Le jardinage, je joue au billard, mais j'en ferai pas mon métier. C'est aussi un métier. Passion aussi au sens où quand je vous écris quelque chose qui va vous faire rigoler, moi quand je l'écris, je me marre. Quand je vous écris un truc qui va vous faire peur, moi quand je l'écris, j'ai la trouille, alors que je n'ai pas le même âge que mes lecteurs. Quand je vous écris une histoire d'amour qui va vous faire des trucs et des machins, je vous jure que ça me fait des trucs et des machins. Je vous ai pas sous le nez quand je suis en train d'écrire. Donc il faut que ça me fasse quelque chose à moi avant que ça vous fasse quelque chose à vous. Et ça, c'est une passion et aussi un métier. Alors moi, j'aimerais parler
de l'un de vos livres, justement, que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est la série des 4 que vous avez écrit en commun avec d'autres élèves, D'autres auteurs. Oui. Donc je me demandais comment vous avez fait pour écrire en commun, parce que ça devait être difficile quand même de suivre le cours d'histoire en même temps. Ouais, c'était l'enfer. Non, il y a eu des moments chouettes, mais heureusement, c'était très très bien, c'était très intense, on a beaucoup appris les uns des autres, c'était vraiment bien, mais c'était très 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 difficile. J'imagine que vous avez l'habitude de travailler en groupe. Vous voyez comment c'est dur de travailler en groupe, hein. Il faut faire des compromis, il faut se donner des rôles, etc., etc. Donc voilà. Et ça, en plus, ça a duré 2 ans. C'était tellement difficile de mettre tout en cohérence parce que les 4 romans se déroulent sur le même temps chronologique. Donc et les héros se croisent, vivent des choses ensemble. Donc une scène qui est racontée dans les 4 romans, il faut qu'elle se tienne. Voilà, je peux pas dire que ton pull il est gris si l'autre auteur il dit qu'il est bleu, etc., etc. Voilà. Donc ça a été un très 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 gros travail. Et donc on a tâtonné, on savait pas au départ comment on allait s'y prendre. On a vraiment essayé des choses. Et après on a trouvé un peu notre rythme de croisière. On a réussi. En fait, en général, ce qu'on faisait, c'est qu'on parlait de la scène à écrire avant, le contexte, etc. Il y en a un qui écrivait la base en prenant en charge tous les personnages. Et après, les 3 autres donnaient leurs corrections. C'était là où l'enfer commençait, en fait. Parce que quand t'as 3 auteurs, parce que voilà, Hubert disait tout à l'heure que on a un pouvoir incroyable quand on écrit. On est Dieu, en quelque sorte. Mais quand il y a 4 dieux ensemble, les problèmes commencent. Et là, c'était vraiment le cas. Et on a été tout à fait déstabilisés tous les 4 parce qu'on avait l'habitude de tout maîtriser. Et soudain, il y a le personnage secondaire qui passait un coup de fil pour dire « oh là, je veux pas parler comme ça !» Voilà. Donc ça a été très difficile. Moi, je vais me dresser vers Hubert Benkemoun. Je vais vous parler de vos livres que j'ai lus. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire votre roman Seul contre tous ? Vous n'êtes pas toujours tendre entre vous dans vos établissements scolaires. Et je pense que des fois, la rumeur fait du mal. La rumeur. Raconter des trucs sur les autres. Bah, le match est belle comme un cœur, mais des fois, comment dire, tu pourrais des fois être maladroite avec quelqu'un. Et des gens pourraient être maladroits avec toi. Seul contre tous, c'est réellement un livre juste sur la rumeur. L'histoire d'un garçon qui va subir la rumeur, qui va se retrouver seul au monde, et qui va se battre contre la rumeur et qui va gagner, ce qui n'est pas du tout évident. Parce que gagner contre la rumeur, je peux te dire qu'il y a du boulot, hein. Qui va gagner. Voilà l'idée. L'idée de base, c'est aussi de vous dire que vous n'êtes pas toujours aussi adorable que cela. Voilà. Ça répond à ta question ? Oui. Ok. En gros, c'est une forme de harcèlement. Oui, bien sûr que la rumeur peut être un harcèlement. Mais l'histoire d'un garçon qui a fait sonner le portail de sécurité en sortant d'un grand magasin, il n'avait rien volé, c'est le portail qui marchait pas bien. Et que certains de ses camarades commencent à raconter une bêtise sur lui, qui grossit, qui grandit, qui devient insupportable, et qui prend absolument toute sa vie, et qui le fait tomber, est quelque chose qui peut être dramatique. On peut faire du mal des fois avec les mots. On est des auteurs, on le sait. On sait aussi qu'on peut faire du bien avec les mots. À vous de choisir. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez été victime de harcèlement pendant votre enfance ? J'ai peut-être pas toujours été nickel avec mes camarades. Moi aussi, j'ai raconté des bêtises sur les autres. Moi, des fois, même pour plaire à certaines filles, j'ai dit des bêtises sur d'autres, tu vois. Mais, et aussi, on a raconté des bêtises sur moi. Oui. Tu penses bien, quand on s'appelle Benkemoun, c'est pas toujours évident de supporter toutes les blagues, etc. Voilà. C'était pas simple. Mais je n'ai pas été que victime. Moi aussi, des fois, j'ai pas été nickel. Ça te paraît honnête ? Oui. Ok. Et par rapport à votre roman Soir de rage, qu'est-ce qui vous a inspiré ? Parfois, vos parents vous demandent d'arrêter vos parties de PlayStation et vous répondez « Attends, j'ai pas sauvegardé ». Des fois, vous répondez « Attends, j'ai pas sauvegardé » alors qu'il n'y a même pas besoin de sauvegarder. Soir de rage est l'histoire d'un garçon qui ne veut pas arrêter sa machine. Son père lui pète le score d'enfer qu'il était en train de faire et lui pète pratiquement la machine. Et ce garçon en veut à mort à son père parce qu'il lui a abîmé sa partie de PlayStation et sa PlayStation. En gros, hein. Ce garçon va se retrouver dans une situation un peu particulière où il va se demander qu'est-ce qu'il vaut mieux sauvegarder.
La partie de PlayStation ou la vie de mon père? Et il va choisir. Choisissez, demandez-vous quand même parfois qu'est-ce qui est le plus important. Nos parties de jeu ou les gens. Moi, par exemple, j'adore les livres. Je pense que les gens sont plus importants que les livres. Toujours. Ça ne m'intéresse pas de réussir mes livres si je rate ma vie avec mes 2 garçons et avec la femme de ma vie. Tu comprends? Eh bien voilà. Soir de rage, c'est juste l'histoire d'un garçon qui croit qu'il en veut à mort à son père, mais réellement à mort. Et quand il va voir son père dans une sale situation qui pourrait le tuer, il va devoir choisir. Évidemment, j'ai choisi ce qu'il devait faire. Est-ce que ça répond à ta question, ma belle? Oui. Ok. Et est-ce que cette histoire elle représente un événement qui s'est déroulé dans votre vie? Non, je raconte jamais ma vie dans mes livres. Mais des fois, j'ai compris très vite quand mes garçons plus petits me faisaient croire qu'ils n'avaient pas terminé leur partie et qu'en fin de compte, elle était depuis longtemps terminée, juste pour pouvoir la continuer, d'accord? Mais oui. Non, je vous ai dit, je ne raconte pas ma vie dans mes livres. Mais je vous regarde dans vos classes. Je demande dans toutes les classes maintenant qui a une télévision dans sa chambre. Et je suis impressionné des réponses. Je demande qui a un écran dans sa chambre. Et qui, pas seulement un écran, c'est pas grave, mais qui l'a regardé beaucoup plus longtemps que ce qu'il avait droit de regarder hier soir. Et je suis impressionné de vos réponses. Moi, je suis pas vos parents, et puis vous êtes des grands et vous êtes capables d'avancer. Ça m'inquiète parce que c'est pas Gulli que vous regardez à votre âge. C'est d'autres choses. Et ça m'inquiète un petit peu. Et dans cette histoire, quel message voulez-vous transmettre à la nouvelle génération? Ce que je viens de te dire, pour aller très vite, pour ne pas vous faire perdre trop de temps, que les gens sont toujours plus importants que les choses. Que la planète sur laquelle on vit est plus importante que peut-être certains progrès. Tu vois? Oui. Que nos sentiments ne mentent pas toujours tant que ça. Et que nous avons le droit d'être en colère, d'être enragés, tu parlais de soir de rage, oui. D'être maladroits, mais nous avons aussi le devoir des fois de rectifier quand nous sommes lamentables. Ça te va comme réponse? Oui. Ok. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous quatre. Merci à vous quatre pour votre accueil dans cette médiathèque. Oui, merci beaucoup et pour votre professionnalisme aussi. Bravo. Merci. Bonjour à vous, Sylvia. Bonjour. Vous êtes journaliste et essayiste. Donc pouvez-vous nous expliquer ce que c'est un peu un essayiste, faire des essais? Je pense que c'est pas le plus important. Le plus important et le plus intéressant, c'est le journaliste, ce métier de journaliste qui me permet de rencontrer toutes sortes de gens, de découvrir des territoires. Je découvre ainsi Miramas à l'occasion du salon, mais c'est plutôt cela que je mettrais en avant. Essayiste, ça circule dans mon CV où on me présente comme tel, mais à mon sens, c'est pas le plus intéressant. Donc pouvez-vous un peu nous parler de votre carrière de journaliste donc? Est-ce que vous publiez dans la presse, tout ça? Oui, dans laquelle Tout à fait. Alors, j'ai débuté dans un magazine qui était destiné, consacré aux sciences sociales et humaines, qui s'appelait Sciences humaines. J'ai travaillé 10 ans. J'ai collaboré avec des magazines comme Alternative économique. J'ai pigé, comme on dit, pour Libération. Et puis, depuis 5 ans, j'anime un site web, mais qui n'est pas sonore, qui met en ligne des textes, des entretiens, des interviews, des comptes rendus d'événements autour de l'innovation. Vous écrivez beaucoup sur le développement durable, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important pour vous, cette association de développement durable? Voilà. Alors d'abord, il y a un sujet d'étonnement. Pourquoi on parle du développement durable? Pourquoi on a éprouvé le besoin de parler de développement durable? Ça, c'est le point de départ de mon intérêt pour cette notion. J'aurais pu me lasser, m'ennuyer, parce que je m'y intéresse. Mon premier article a été publié en 1997, donc vous n'étiez pas né. Et depuis, il y a plus de 20 ans qui se sont écoulés. Et je continue à m'intéresser à cette notion, parce que après m'être intéressé à la manière, à la raison pour laquelle la notion avait été forgée et avait commencé à circuler, je me suis intéressé à la manière dont tout un chacun s'est approprié cette notion, des entreprises, des associations, des États, des gouvernements, des collectivités, des communes, etc. Et aujourd'hui, il y a des motifs de pessimisme, parce qu'on peut considérer qu'on n'avance pas assez. Et en même temps, je considère qu'il y a un long chemin qui a été parcouru. Il faut juste faire attention, être attentif
initiatives, à toutes ces initiatives. Et tout l'intérêt du métier de journaliste, on y revient, c'est de se doter des bonnes lunettes pour repérer toutes ces initiatives qui émergent sur les territoires. Et si je suis optimiste parmi les flots de mauvaises nouvelles qu'on nous assène, eh bien, c'est qu'en même temps, je découvre que la société bouge ici, y compris à Miramas, où j'ai découvert des initiatives, comme ce salon d'ailleurs. Hein, et puis donc, voilà, observer. Et le développement durable, ça inspire des innovations dans des domaines extrêmement variés. C'est pour ça que je continue à m'y intéresser. D'accord, merci. Alors, lequel de vos, donc vous me l'avez dit ça, lequel de vos deux métiers préférez-vous du coup? Entre essayiste et journaliste, vous m'avez dit que c'était journaliste. Alors, quel type d'œuvre journalière vous écrivez plutôt que celle que vous préférez? Tout à fait. Alors d'abord, quand même sur le mot d'essayiste, pourquoi je ne le mets pas en avant? Parce que je considère que ce n'est pas un métier. Un livre, c'est d'abord le fruit d'une rencontre, d'une aventure, et que l'on a la possibilité de traduire en un livre qui va rester plus ou moins longtemps. Voilà. Quant au métier de journaliste, alors pour moi, la vision que j'en ai, la pratique que j'en ai, elle consiste non pas comme les reporters de guerre à aller au conflit, ça c'est une conception du journalisme extrêmement respectueuse et qui force l'admiration. Mon approche, elle consiste à repérer les mots qui émergent, à essayer de comprendre pourquoi ça suscite de l'intérêt, comment ça se diffuse, et d'aller à la rencontre de toutes sortes de personnes pour voir comment ils s'approprient ces mots et ils en font quelque chose. Voilà ma conception du métier de journaliste. Ça suppose de lire beaucoup et de se déplacer beaucoup, d'aller à la rencontre des gens comme vous qui animez donc cette web radio. Donc vous aimez aller au contact des gens, tout ça. Ah oui. D'accord. Vous avez écrit des ouvrages sur le commerce équitable. Mmh. Donc, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le commerce équitable et ses multiples facettes? Tout à fait. Alors, c'est une longue histoire que je vais résumer en 2 mots, rassurez-vous, en disant que, en fait, ça part d'un constat, c'est que, contrairement à ce qu'on croyait, le développement du commerce international n'enrichissait pas les populations pauvres, les paysans des pays du Sud. Et donc, des personnes, parce que, en fait, le commerce était régulé, organisé par des entreprises qui prélevaient la valeur ajoutée au détriment des producteurs et parfois aussi des consommateurs. Et donc il y a eu des initiatives dès les années 40, dès les années 50 pour essayer d'assurer, de garantir un prix équitable qui couvre les frais de production au bénéfice donc des paysans producteurs. C'est comme ça que le commerce équitable est parti dès les années 50, 40, 50. Et puis ensuite il y a eu un tournant, et j'arrêterai là, un tournant avec l'invention de labels qui permettaient de repérer instantanément les produits qui étaient issus de ce commerce équitable. Merci beaucoup, Monsieur Sylvien, de nous avoir accordé votre temps. Au revoir. C'est moi qui vous remercie, chers confrères. Merci. Au revoir. Merci.